Le grand entretien, l'invité du jour, c'est Madame Fatoumata Chérif. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, de votre Dieu côté. merci. Super. Alors, vous êtes femme activiste, vous êtes aussi écrivaine. Hein? Je vais un peu faire le plaisir de vous lire un peu votre parcours. Ok. Ça va? On y va? J'espère être surprise, oui. D'accord. Écoutez donc, Fatoumata Chérif, elle est une experte guinéenne en communication et une actrice engagée du développement durable avec plus de 10 ans d'expérience et elle a collaboré avec des institutions internationales telles que le Système des Nations Unies, l'Union européenne, ENABEL ainsi que diverses ONG et cabinets de prospective. Elle est également une activiste reconnue pour ses initiatives citoyennes. Elle est à l'origine de la campagne Selfie Déchets, si je ne me trompe pas, qui vise à sensibiliser la population à l'insalubrité en Guinée, à promouvoir des actions concrètes pour un environnement plus propre. Elle a coécrit le livre We Have a Dream, dans lequel elle partage sa vision pour restaurer la beauté de la Guinée à travers la mobilisation citoyenne et la protection de l'environnement. C'est bien ça? Tout à fait. Super. Merci pour cette ébauche. Oui. Alors, votre parcours, vous êtes experte en communication, vous êtes activiste, vous avez aussi coécrit le livre We Have a Dream. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Alors, ce que cela m'inspire est que les citoyens ont un rôle à jouer pour la gouvernance, pour le développement aussi de leur pays. D'accord. Alors, chaque action qu'on pose du matin au soir, c'est une action d'engagement à impact social. Pourquoi on le fait? Comment on le fait? Avec quelle finalité? Donc, je pense que ce sont ces qualités, en fait, qui gouvernent ma vie et qui me poussent à agir dans le sens de l'intérêt commun, dans le sens de l'activisme, donc l'engagement social pour changer positivement les choses, mais pour aussi éveiller les consciences. Parce que sans l'éveil des consciences, toutes les politiques qu'on met en place au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile, au niveau même de la conscience citoyenne, c'est-à-dire redéfinir le Guinéen de base, c'est ça qui va nous permettre en fait d'engager un processus de développement et durable aussi. Qu'entendez-vous par éveil de conscience? Éveil de conscience en ce sens que le Guinéen doit savoir d'où il vient. Je pense que nous avons assez inspiré la jeunesse mondiale. Je ne vais pas m'arrêter en Afrique de l'Ouest. La Guinée a été une inspiration sur le plan mondial. Et jusqu'à ce jour, quand vous parlez de la Guinée, lorsque vous revenez dans le passé, il y a toujours un « Ah !» Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on a marqué le temps. Et la Guinée a quand même été le pays qui a connu Jeanne Martin Cissé, qui est la première femme présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pas que. Le premier secrétaire de l'OUA. Et ensuite, nous avons été à l'initiative de la mise en place de l'Organisation panafricaine de la jeunesse, de l'Organisation panafricaine des femmes, le premier ballet africain, et le plan culturel aussi de la musique, les Bembeya Jazz qui ont joué jusqu'à Cuba, dont les rythmes et sonorités sont encore plus respectés là-bas. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a une Guinéenne qui était au Canada, qui était à Ottawa, qui a vu dans le couloir du plus grand théâtre d'Ottawa le ballet africain qui était passé à Ottawa en 1992. L'affiche est encore là-bas. Pourquoi l'ont-ils gardé après plus de 32 ans? Ça veut dire que c'était quelque chose de radieux, quelque chose de mémorable, en fait. C'est ça. Après 32 ans, l'image est encore là-bas, 1992 à ce jour. Quel changement! Et ils ont encore gardé cette affiche. Franchement, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Oui. La Guinée s'ignore, en fait. C'est ça. La Guinée s'ignore. La Guinée s'ignore. Les Guinéens ignorent ce que représente la Guinée. Et on n'a pas conscience de ce qu'on a réellement. On n'a pas conscience de ce qu'on a. C'est pourquoi j'invite le Guinéen, donc Landa, qui soit jeune, vieux, adulte, à se réapproprier de son pays. Lorsqu'on a cette réappropriation culturelle, on a cette connaissance de son pays, naît le patriotisme, on y tient. On tient à son pays. Et en tenant à son pays, on ne va pas le voir en fait se désingroguer. On ne va pas engager des actions qui vont l'amener en arrière. Et donc, c'est pourquoi je parle d'éveil de conscience. La réappropriation de ce que
le Guinéen est, mais de ce que la Guinée est et représente. Une fois qu'on a ces 3 indices-là, je vous assure que tout ira bien parce que le Guinéen est génial, encore mieux hors de son pays. C'est ça, exactement. Pas plus tard qu'hier, 2 jeunes enfants ont remporté la dictée PGL. C'est ça, un petit garçon, une petite fille. Au Canada, tout à fait. Ils n'ont pas eu peur, en fait, d'être exposés à ces conditions nord-américaines avec d'autres races, d'autres. Donc, le talent a été mis en avant. Tous les jours, nous assistons à ce genre de choses. Le Guinéen est bien dans toutes les disciplines. Il se démarque dès qu'il est à l'extérieur. Alors, pourquoi pas ici? C'est ça qu'on doit travailler, en fait. Oui. Peut-être qu'on se dit qu'ici, il n'y a pas le développement, on n'est pas assez développé, mais ils oublient que le développement commence par nous. Le développement est déjà en nous, parce que c'est ce qui nous permet en fait d'éclore à l'extérieur. C'est ça. Alors, le combat doit être mis où? Faire en sorte que le génie guinéen soit mis en avant et célébré en Guinée par les Guinéens. C'est toujours à l'extérieur parfois qu'on découvre le talent du Guinéen. Et ça, dans toutes les disciplines, que ce soit dans la musique. C'est que dès qu'un Guinéen va à l'extérieur, en Côte d'Ivoire à côté, il fait un petit freestyle, le lendemain, il devient la star du pays. Pourtant, il faisait la même chose ici, mais il n'était pas considéré. Alors que ce talent-là devient quelque chose de bouleversant chez les autres. Il y a une certaine vibes qu'on rencontre chez le Guinéen. Je pense que la plupart des gens, ça c'est clair en fait, qui rencontrent des Guinéens, qui ont eu affaire à des Guinéens, ils disent qu'on a une vibes différente. Ça, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. Et si nous, on ne se rend pas compte de ça, on perd quelque chose. Et je pense que c'est le message qu'on doit transmettre à la jeunesse. Être fier de ce qu'on est déjà. On est déjà né guinéen. On ne peut pas changer cela. C'est vrai, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs nationalités. Mais la nationalité de naissance reste guinéenne et on doit en être fier. Et cette fierté-là nous permet en fait de relever le défi et de ne pas voir ce pays sombrer, de vouloir qu'il brille. Parce que c'est ce qu'il mérite après plusieurs années de turbulence. Oui. Vous avez dit tout à l'heure là, que quand un Guinéen là, il commence à faire un freestyle, il ne perce pas. Quand il est par exemple à Dakar, dans un autre pays, vous allez voir qu'il perce. Est-ce que c'est pas dû un peu à l'accompagnement ici? La jeunesse on n'accompagne pas les talents, on n'encourage pas. Est-ce que c'est pas cette réticence aussi? Il y a cette réticence, il y a ce manque de reconnaissance de nos talents locaux. Pourquoi? Peut-être parce que le Guinéen a tellement de talents. On est talentueux dans tous les domaines. Quand c'est comme ça, on en a beaucoup vu. Oui, l'arbre ne peut pas fleurir en fait et donner des fruits peut-être. Peut-être que ça peut avoir un impact parce que face à plusieurs talentueux, peut-être qu'on n'observe pas le talent. Alors que le Guinéen se démarque parmi les autres tout de suite. Tout de suite. Voilà. Maintenant, à notre niveau, on doit créer des viviers de talent. C'est ça. Il y en a. Ne nous mentons pas. Le Guinéen a des génies. Si on prend aujourd'hui le domaine de la technologie, on peut vous citer au moins 10 jeunes qui se démarquent au plan national, africain et international. Et dont les solutions sont même utilisées à l'international. C'est ça. Et brevetées. Si on prend sur le plan du numérique, c'est-à-dire tout ce qui est solution digitale de paiement, la Guinée a créé des innovations. Mais franchement, une explosion ces 5 dernières années. Exactement. Enfin, la Guinée a excellé dans ce domaine. A excellé dans ce domaine. Donc, si on prend dans le domaine de l'écriture jeunesse, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, vous avez, avant, pour être écrivain, pour écrire un livre et même un recueil de poèmes, c'était compliqué. Et il faut avoir de l'expérience. De l'expérience, en fait, le cadre logique qui était là, par défaut, c'était fait pour les adultes. On avait l'impression que c'était compliqué, que c'était cher. On faisait en sorte que le jeune ne comprenne jamais le circuit de comment éditer son ouvrage. Exactement. Il finissait par laisser tomber. C'était un peu mystérieux et tout. Mystérieux. Écrire était mystérieux, était réservé à une élite. Regardez, depuis qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition et une facilité d'accompagnement dans le domaine de l'édition, regardez comment on a l'écriture qui explose au niveau des jeunes adultes, des moins jeunes, des enfants. Et je vous dis, dans tous les domaines, on peut citer au moins 10 jeunes acteurs de changement dans chaque domaine, qui peuvent être dans un fichier et que la Guinée peut décider d'accompagner, soutenir, imposer au niveau des institutions qui veulent gérer des projets dans le même domaine et promouvoir à l'international. Ça commence à changer parce que les 5 dernières années, vous remarquez de plus en plus de jeunes qui peuvent aller soutenir leurs projets à l'international, grâce à l'appui de certaines institutions ou des fonds qui ont été créés ça et là. Avant, il n'y avait pas ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'es battu à ton niveau, tu as cravaché dur, ton projet est arrivé à un niveau exceptionnel, mais tu dois voyager pour aller le défendre à l'international. Tu n'as pas le billet jusqu'au dernier jour. Si tes parents ne t'aident pas, c'est fini, tu rates la compétition. C'est ça. Juste parce que tu n'as pas eu ce soutien-là financier pour aller participer à cet événement-là. Et je pense que ça a changé par rapport au moment où nous nous battions nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait travailler, économiser son salaire et planifier l'argent pour une formation, pour une conférence et tout. Aujourd'hui, il existe des plateformes quand même, c'est pas comme avant. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui intègrent en fait des soutiens à ces genres d'initiatives. Et parfois même, les ministères sont porteurs de certains projets à l'international qui facilitent la participation de ces jeunes-là. Et aussi, cet accompagnement institutionnel est d'autant plus important que, si vous l'avez remarqué, dès lors que les ministères de tutelle soutiennent, les institutions qui sont habilitées aussi à soutenir les jeunes le font. Parce que je vous assure qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'attendent que l'aval des ministères de tutelle. Exactement. Pour agir. Parfois, ils veulent juste une lettre de recommandation pour prendre des fois charge. Même un coup de fil. Un coup de ça fil. Rapidement, ça passe. Un coup de fil, parce que la plupart de ces institutions qui sont des institutions de coopération sont là sur la base d'une entente, donc la diplomatie avec le pays. Donc si le pays dit nous avons 10 jeunes à former en artisanat, et que le ministère en question valide ça, tout de suite, l'agence de coopération, qu'elle soit de l'Union européenne ou qu'elle soit de l'Asie, etc. Et là, en fait, elle n'attendait que ce genre de projet. Et faute de ces soutiens, juste, des soutiens institutionnels, c'est-à-dire le jeune ne demandait rien. Il ne demandait pas, aidez-moi, donnez-moi de l'argent et tout, non. Et soutenez-moi, recommandez-moi. Non seulement l'organisation qui m'invite peut me soutenir, ou à travers la représentation de ce pays, dans mon pays, ils peuvent me soutenir. On n'avait pas ce type d'accompagnement. Ou encore, les jeunes n'étaient pas les bons qui allaient. C'est-à-dire, exactement. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Ça se faisait, c'est-à-dire que c'est toi qui es retenu dans le domaine, mais au moment de la compétition, c'est une autre personne. Ce n'est pas toi qui ça faisait perdre la Guinée, ça faisait perdre l'élite qui aurait dû être promue. Et donc, je pense qu'en réglant ces types d'irrégularités, en s'impliquant davantage dans la transparence, dans la gouvernance, en donnant à chaque citoyen sa place de choix, parce que si on est tous nés guinéens, on a tous un extrait de naissance en Guinée, et nous devons être sur le même pied d'égalité, que je vienne d'une école publique, que je vienne d'une école privée, que je vienne d'une famille riche ou pauvre. Si aujourd'hui j'ai les mêmes accès aujourd'hui aux études, aux ouvrages, à l'Internet, ça veut dire qu'on a inclusivement le même droit. C'est ça. Et ce même droit me permet, moi, par exemple, si je suis née à Zérekoré, d'une famille pauvre, je n'ai jamais eu un passeport, parce que dans ma vie, je n'ai jamais espéré voyager. Mais que j'ai été, disons, désignée dans un concours auquel je suis qualifiée, ma situation familiale ne financière, pas autant ne devrait pas impacter ma participation à ce rôle-là. Et si nous luttons en fait contre cette discrimination sociale, nous allons arriver à développer un pays, parce qu'il y aura des citoyens de plus en plus engagés. Même si tu es de l'intérieur du pays, tu sais que tu as droit à un prix à Conakry, tu vas le recevoir en bonne et due forme. Si tu as droit à une bourse, tu iras. Jusqu'à pas longtemps, les familles les plus vulnérables ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'extérieur, malgré que l'enfant ait cravaché dur pour être premier au bac. Tout simplement parce qu'on leur réclamait un certain montant, ou on leur disait paye le billet, arrivé, on te rembourse. Une famille qui n'a même pas pu mettre son enfant à l'école privée, on lui demande de payer un billet pour une destination qui ne coûte pas moins de 10 millions. Les frais d'installation, en tout, il faut compter 20 millions au départ. Alors, cet enfant-là... Ou prendre ça. Donc, cet enfant, malheureusement, n'allait pas à l'université. Alors qu'il a été premier de la République. C'est ça. Donc, vous voyez un peu l'incidence, même sur son moral, sur son avenir. Ça frustre, hein? Ça frustre parce que vous vous dites que votre pays n'est pas là pour vous. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle d'éveil de conscience, c'est à tous les niveaux, en fait, à tous les échelons,
en tant que citoyen, en tant qu'administrateur, celui qui a la plume, celui qui a le micro, celui qui signe les documents, tout est lié. À l'école aussi, surtout. On a vu tout récemment une petite fille, vous avez parlé tout à l'heure d'écriture, une petite fille de 6e année qui a sorti son ouvrage et elle s'exprime tellement bien. On se dit, il y a de tels talents ici. On a vu le jeune aussi qui était en Italie. Le prix pour lequel, on l'a dit sur les réseaux sociaux, Olivia est assis en train de faire des jours sans dormir. Il a remporté ça là-bas. Et on a su qu'on avait des talents là, c'est quand il a remporté. Et on connaît l'Italie avec ses normes en matière de cuisine et tout. Lui, il a pu remporter ça. Franchement, c'est une fierté pour nous. Ça. On peut passer toute une journée, je pense, à citer les élites guinéennes. Ça n'en finira pas. Ça n'en finit pas. Les talents qui n'en finissent pas dans plusieurs domaines, dans des domaines moins visibles, mais qui existent. Qui existent, bien sûr. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. C'est ça, beaucoup de choses. Nous allons aller directement avec votre parcours. Quel a été le déclic? Pourquoi vous avez choisi la communication? Alors, je pense que j'ai toujours été attirée par la communication parce que très tôt, ça fait depuis ça fait 15 ans maintenant, depuis l'an 2010 et tout, mes premiers engagements au niveau de la communication ont été au niveau d'une entreprise de communication. À l'époque, Internet n'était pas partout, mais à travers ce groupe de presse-là, nous avions vraiment l'accès à Internet. Nous avons été parmi les premiers. En tout cas, je sais que, je ne vais pas citer le nom de la société, mais parmi les sociétés de cette compagnie de téléphonie, nous avons été les premiers à avoir les clés Internet. En 2010 déjà. Et à l'époque, déjà, il y avait Facebook qui était né depuis 2007. Moi, j'avais déjà mon compte depuis 2009. Et à 2010, déjà, nous avons commencé à faire la campagne digitale. Ce que vous voyez aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. En Guinée, nous avons été parmi les jeunes qui ont commencé la campagne digitale. C'est-à-dire comment écrire web, comment communiquer web, comment utiliser la vidéo pour faire... à l'époque, il n'y avait pas encore... tous les outils que vous connaissez, mais on avait des caméras. Donc, j'avais un chef qui nous ramenait en fait des caméras mobiles, comme ça, JVC ou encore Kodak, des petites caméras, mais numériques à l'époque. Kodak, oui, numériques en couleur. C'est vrai. En couleur. Et on faisait déjà des vidéos et on les transférait sur l'ordinateur, on faisait des petits montages et on les mettait sur les réseaux sociaux. À l'époque déjà. Et à l'époque, dans cette même boîte de communication, j'ai été à l'initiative de plusieurs petits projets digitaux parce que plus tu es jeune, plus tu veux aller vite, tu as des idées très vite et tout. Donc, on avait des journalistes qui écrivaient. Donc, on avait un site internet qui était très connu à l'époque à la diaspora. D'accord. Et comme je vous l'ai dit, 2010, année électorale, 2010, année où il y avait beaucoup d'engagement au niveau des réseaux sociaux, peut-être pas très connus en Guinée à l'époque, mais la diaspora de la jeunesse guinéenne était rentrée aussi soutenir leurs petits partis. C'est ça. Où les grands partis du pouvoir ont créé des cellules de communication. Et donc, il y a eu une sorte d'échange en fait de connaissances. Donc, en Europe, il y avait encore les réseaux sociaux, il y avait l'Internet. Ici, on avait la 2G. Mais la 2G, à l'époque, nous permettait de télécharger des vidéos. Et donc, comme je le disais dans la boîte déjà, on avait des jeunes qui écrivaient des articles et tout. Alors, moi, je me suis dit, mais alors pourquoi on ne ferait pas aussi la version vidéo de ces écrits? C'est-à-dire que quand vous allez, vous tendez en fait votre microphone, après, on n'utilise plus en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, je dis, OK, comme on a des petites caméras, on va aussi filmer. Donc, si on fait l'interview avec le microphone, on va faire aussi avec la petite caméra et transférer et publier. Donc, on avait déjà à l'époque un webmaster qui était en France qui mettait en pratique toutes nos idées folles. C'est-à-dire, quand je lui disais, est-ce qu'on peut associer une vidéo à un article? Il dit, oui, je vais essayer de programmer, c'est faisable. D'accord. Donc, à l'époque, si la connexion c'était pas aussi facile comme c'est facile comme ça. C'était pas aussi facile. À l'époque, pour certaines intégrations, il fallait envoyer le lien au webmaster. Il fallait tout mettre en HTML et tout, la programmation. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des sites clés en main. À l'époque, il fallait des webmasters. Et ces webmasters-là sont des programmeurs, ils sont plus techniciens. Maintenant, pour donner du génie à leur travail, il faut une personne qui pense.
Donc, dès que toi, tu penses à quelque chose, ils peuvent le mettre. Tu lui dis tout de suite, ah, j'ai fait l'interview de Kadi et tout, ou bien j'ai fait l'interview de Aïcha. J'avais pris plein de photos d'elle, mais je n'ai pu utiliser qu'une pour l'article. J'aurais bien voulu quand même utiliser le reste dans l'article. Il dit, ok, on peut le faire. Voyez un peu. Donc, depuis l'époque, donc, j'ai trouvé que c'est un métier de créativité. C'est un métier où tu peux faire de l'idéation, penser, agir, trouver des astuces pour contourner ce qui n'est pas possible, rendre ça possible. Et surtout, ce que j'adore dans le métier de la communication, c'est la collaboration, c'est-à-dire la multidisciplinarité. Moi, je suis dans la com, je ne peux pas tout faire, mais en faisant mon métier de com, j'ai besoin de certaines personnes. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est ce que j'adore dans le métier et que je n'aimerais pas, en fait, que le côté IA, le côté multi-diplôme nous enlève cette collaboration. C'est ça. De plus en plus dans mon métier, notamment en Amérique du Nord, en France et tout, on fait en sorte que les appels d'offres intègrent plusieurs métiers de plusieurs personnes dans un seul appel d'offres. D'accord. Je m'explique. On vous nomme tout à l'heure coordonnateur de projet, communication d'une campagne et tout. On s'attend à ce que vous soyez vous-même l'expert, c'est-à-dire qui va concevoir. Ça, c'est le côté éditorial. Vous seriez la personne qui va concevoir la version graphique, la personne qui va faire tout ce qui est réseaux sociaux, community management, la personne qui va faire le graphisme des documents, qui va aussi filmer, qui va faire ce que vous faites comme ça, animer les émissions et tout. Vous imaginez? Ça, c'est ce qu'on appelle une équipe de campagne communication. Alors, de plus en plus, on essaye de faire ça à la même personne. C'est possible, mais c'est lourd. Et ça ne te permet pas de voir tes erreurs. Moi, en tant que coordonnateur de communication, consultant sur un projet, je m'entoure en fait de prestataires. Et j'ai l'œil sur tout. Et surtout, ils travaillent en fonction de ce que j'ai conçu. En fonction des chartes que j'ai édictées avec eux. En fonction de mon plan de communication, de ma stratégie et tout. Donc, si je suis derrière le même travail, qui va contrôler ce que j'ai fait? L'esprit va perdre un peu son élan. C'est ça. Et à cause de ces raccourcis, les gens utilisent aujourd'hui l'IA. Parce que si on te demande de concevoir un document graphique, tu sais que tu es déjà en train de travailler sur, disons, des scénarios, des spots que tu dois faire. Pendant que tu es concentré sur ça, tu vas donner les infos à l'IA pour que l'IA te fasse le document. Directement. Moi, en fait, j'aimerais toujours que l'homme soit derrière ce qu'on fait. Parce que le travail de chargé de com, ce que les gens voient, c'est la visibilité des actions, les campagnes, les affiches. C'est pas ça. Être expert en communication, c'est une lourde responsabilité. Parce que c'est toi qui as la charge, en fait, de traduire la conception d'un programme en des outils que les cibles vont comprendre. Donc, imaginez si vous ne mettez pas l'humain dans ça. C'est ça. Quel sera l'objectif de cette campagne? Est-ce que les cibles vont comprendre? C'est vrai, vous aurez une campagne géniale avec des vies. Waouh! C'est-à-dire, on va voir le côté waouh, bling. Mais bling. je ne comprends pas. Ça veut passer quel message? Ça veut passer quel message? Parce que le message là, ça sera là peut-être le jour J. Il y a eu des gadgets, il y a eu des t-shirts, il y a eu des tombolas. Les gens se sont bien amusés. Mais quand ils sont repartis de l'événement, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Si vous leur posez 3 questions sur le projet dans 3 jours, ils ne vont pas pouvoir répondre. Non. Ils vont dire, ah non, nous, on a eu de beaux t-shirts et tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Voici ma gourde, elle est géniale et tout. Donc, malheureusement, notre métier est un peu perverti par ce type d'initiative. On prend le visuel, on le met en avant, on oublie l'approche conceptuelle qui est encore plus importante. Et de nos jours, de plus en plus, comme je vous l'ai dit, le chargé de com a la responsabilité. Cette responsabilité aussi, c'est comment faire engager les cibles. C'est ça. Parce que nous parlons pour les programmes. Nous faisons en sorte qu'un programme, par exemple, de l'hypertension soit comprise par les citoyens. Ok, on va faire des spots. Et après, si je ne vais pas voir un hypertensieux pour comprendre sa vie, exactement, pour comprendre qu'est-ce qui a causé son hypertension, finalement, qu'est-ce qui peut améliorer sa condition de vie, et finalement, parce que l'hypertension, c'est quelque chose qui peut être géré aussi. C'est ça. Quels sont les changements dans sa vie que nous, on peut, en tant que chargé de com,
ok, recommander à l'État, aux services publics, aux cuisiniers, au malade lui-même pour améliorer sa condition de vie. Exactement. Notre campagne n'aura pas d'impact. L'impact sera où? Monsieur X était hyper tendu, 17, quand la campagne a commencé, avec notre stratégie de communication qui lui a fait comprendre quelles sont les causes qui font élever sa maladie. Il a fini par changer de comportement à la fin de la campagne, ou peut-être si on repart vers lui dans 2 ans, il a adopté des comportements qui ont fait chuter son hypertension. Et maintenant, surtout, il arrive à détecter de lui-même oui, c'est ça. les signes. Quand il se lève le matin, est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est gonflé? Est-ce que son risque cardiaque est élevé? Qu'est-ce qu'il a mangé la veille? Il doit pouvoir recréer. Qu'est-ce qu'il doit manger ou pas? Qu'est-ce qu'il doit manger ou pas? Ou même qu'est-ce qu'il a mangé? Parce que ce que tu as mangé pendant 2 jours, tu vas dire, peut impacter. Ah, hier j'ai mangé ça. Après, j'ai eu envie, j'ai encore mangé ça. Ce matin, après, la semaine prochaine, j'ai fait la même chose. Ah, finalement, je crois qu'il faut que je change l'heure à laquelle je mange ça. Monsieur X a compris. Pourquoi? Parce que dans la campagne, vous lui avez permis de comprendre d'abord son état, d'avoir des outils de mesure, c'est-à-dire qu'il aille à l'hôpital ou pas. Vous lui avez donné des signes caractéristiques qui lui permettent de détecter. Oui, de comprendre ce qu'il a dans le corps. Ce qu'il a dans le corps. Et finalement, de trouver des astuces proches de lui. Qu'est-ce que je peux faire autour de moi? L'hypertension, les médicaments coûtent cher. Mais si on adopte des mesures d'hygiène et on utilise par exemple nos aliments traditionnels, les dosages et tout, on peut, disons, durablement réduire les prises de médicaments qui nous coûtent cher. Aujourd'hui, tu as 700 000 pour payer ton médicament. Le mois prochain, tu peux ne pas l'avoir. Et si malheureusement ton corps s'est adapté à la prise à ce produit-là, si ça manque, automatiquement tu seras en chute. Donc, une campagne bien réussie, c'est une cible sensibilisée qui a compris, qui peut se prendre en charge, qui peut finalement être lui-même ambassadeur pour sensibiliser d'autres personnes autour de lui. Et donc, j'ai pris l'exemple sur l'hypertension, mais ça, c'est dans tous les domaines. Donc, c'est pourquoi, en fait, en tant que expert communication, consultant, quel que soit le titre, mais en tout cas, quand on est dans la communication on a une lourde responsabilité. On doit tenir compte de la cible. Et en tenant compte de la cible, on crée un projet. Et non, on ne s'assoit pas dans son bureau en évaluant, en inventant des trucs gigantesques. Non. À la fin, ça ne sert pas à la cible. Aujourd'hui, la nouvelle donne, c'est quoi? Partir de la cible et créer une campagne. Il y a qui de mieux pour raconter son problème que la personne? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le design thinking, c'est-à-dire partir des cibles et créer un projet. Et ça, c'est ce que j'aime faire. Et surtout, le côté qui m'a poussé aussi à aller, on a parlé déjà de la créativité, de l'idéation, de l'adaptabilité, mais aussi de l'esprit d'équipe, mais surtout, de la thématique. Aujourd'hui, je peux être sur la sécurité, demain être sur la santé, après-demain être sur un projet sur l'activisme féminin, une autre fois sur la diplomatie climatique, parce que c'est l'expertise qui compte. Et donc, vous voyez un peu ce côté versatile qui vous permet d'être dans plusieurs milieux. Voilà. Et l'autonomie aussi. Et la nuit, ma nuit. C'est ça. La nuit, ma nuit. Ok. C'est ça. Donc, quand vous pratiquez votre métier, vous ennuyez des fois? Non. Ok. Justement, c'est parce que la nuit, ma nuit que je pratique ce métier. Ce métier, d'accord. Parce qu'il me permet d'être dans plusieurs choses, de changer de milieu. De milieu, oui, c'est ça. D'apprendre toujours. Et d'avoir une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit, c'est ça, la multiculturalité. Parce que si tu n'es pas multiculturel, tu ne peux pas t'intégrer dans un concept, le comprendre et le porter. C'est ça. Parfois, en tant que chargé de com, on est parfois recruté à la fin des projets. Ça nous impacte beaucoup. Pourquoi? Parce que ceux qui mettent en place les projets et programmes de développement, de gouvernance, etc., pensent que c'est la visibilité qui est la communication. Je le disais tout à l'heure, grosse erreur qui continue à se faire dans nos projets de gouvernement, des institutions, des entreprises. Parce qu'on pense que c'est quand on a fini un projet, exemple, projet du Palu, toute la clôture. Le projet a commencé il y a 2 ans.
2 mois de la fin ou 6 mois de la fin, on recrute le chargé de communication. Pourquoi? Parce que le projet veut avoir des rapports de visibilité sur les activités de clôture. Et alors, tout ce qui s'est passé avant, un chargé de com aurait dû être là. Dès au début, oui. Pour mettre en place le concept note du projet, pour les cibles. Et un suivi continu jusqu'à la fin. Oui. Et à la fin, capitaliser. Oui. C'est ça. Mais comme la com est conçue comme la visibilité seulement, et non les autres concepts qui sont autour, donc sensibilisation, engagement des acteurs, compréhension des cibles. On ne se demande pas quel est l'impact de cette sensibilisation sur les gens. On a remis ça moustiquaire. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Ça peut être sur les tomates aussi. Ça peut être sur les engrais. On attend la fin pour dire on a distribué et puis c'est fini. Et le reportage passe à la télé. On se dit ça c'est la com. Non, c'est pas ça la com. Qu'est-ce qui est... depuis qu'on a commencé à distribuer les engrais, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de la population en termes de prix? Et on a recensé 100 cultivateurs, par exemple. Ces 100 cultivateurs, ils sont passés de quoi à quoi? Exactement. Oui. Est-ce que cela a amélioré leur culture? Est-ce que cela a impacté la qualité de leur sol? Ou bien ça a détruit? Parce qu'un projet aujourd'hui doit être capable d'être véridique. Tu as un projet, par exemple, de don d'engrais. Mais après, si tu es véritablement pour le citoyen, tu te rends compte à la fin du projet que ça a posé plus de dégâts. C'est ça. N'est-ce pas? Que de côté positif. C'est ça. Donc, à la fin de ton projet, puisque tu travailles pour tes cibles et non que pour toi, tu dois être capable d'évaluer l'impact négatif de ton projet même. C'est ça. En disant non, il faut qu'on revoie. On va faire aujourd'hui un cahier de plaidoyer au niveau de nos bailleurs pour dire que la stratégie qu'ils mettent en place pour qu'on donne des engrais ne marche pas. Il vaut mieux qu'on soutienne les agriculteurs dans ce qu'ils savent faire déjà. Voilà. Ils ont des techniques naturelles. Aidons-les dans ça. Suivons-les dans ça. Aidons-les. Peut-être que leur besoin, c'est même pas dans l'engrais, mais comment conserver leur production. Les aider à déshydrater leurs produits. En temps de chaleur, à conserver parce qu'on n'a pas de frigo ici. Le système de froid ne marche pas dans les marchés. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la communication, c'est vraiment un domaine transversal qui est vaste, qui demande beaucoup d'observation et qui demande de l'humanité. Sans humanité, tout ce que vous faites, vous aurez un salaire, c'est vrai, mais à la fin, est-ce que vous aurez laissé un impact sur les cibles? Qu'est-ce que vous-même, demain, dans votre retraite, à 60 ans, quand vous reverrez un projet passé, vous aurez peut-être les affiches, mais vous ne serez pas fiers de vous. Alors que si vous vous êtes beaucoup impliqué, à orienter, parce que le chargé de com peut aujourd'hui dire à ses chefs, vous allez dans un sens qui ne va pas. À la fin du projet, nous n'allons pas avoir les résultats escomptés. Si vous allez sur ce sens-là, parce qu'il est là au début. Il peut dire, vous allez dans ce sens, mais ça ne va pas. Pourquoi vous faites un atelier? Je préfère qu'on fasse en fait des kits d'hygiène pour les femmes, pour leur remettre ça à l'hôpital, au lieu de faire un atelier sur le cycle menstruel. Elles le savent déjà. Donnons-leur des kits, et puis surtout des cours sur comment se prévenir des infections, des maux de ventre, des nausées, tout ça quoi, tout ce qu'elles ne savent pas. Tout ce qu'elles ne savent pas. On a ajouté un plus. C'est ça. Que de les inviter toutes pour venir dans une assemblée globale où on va leur servir à manger et repartir. Non. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Il y aura de la visibilité, mais pas de l'impact. Voilà. C'est ça. Il y aura quand même, on aura dit que 1000 femmes sont venues au palais. Oui, et on a formé 1000 personnes. 1000 personnes sur le cycle mensuel. Ça sera dit. Mais où est l'impact? Alors que si on va voir les filles à l'école, au moins 3 fois, il y a 3 trimestres, une fois par trimestre, et avec un suivi, on saura à l'école avec la directrice quels sont les besoins des enfants en termes de soutien pour leur cycle mensuel. Est-ce qu'il y a des filles qui ont mal au ventre? Et puis avec ça, on aura des statistiques. Combien de filles sur 5 ont des maux de ventre? Combien de filles sur 5 vomissent? Il y a tout ça. Comment ça les impacte? Est-ce que les toilettes propres sont à l'école? Est-ce que c'est pas à cause de ça, finalement, certaines filles ne viennent pas parce qu'elles ont honte? Elles ont honte. Est-ce que c'est pas à cause de ça?
parce qu'il n'y a pas de repas sain à l'école, alors que certaines ne peuvent pas manger des sandwichs huilés quand elles sont dans leur règle. Donc, des statistiques comme ça, suivies, permettent à la fin d'établir un grand cahier de charges que, par exemple, une petite campagne que Aïcha a créée avec ses amis, parce que ne pensez pas que faire une action citoyenne ou un programme de développement, c'est seulement les grandes institutions. Non. Aïcha peut décider d'aller dans son ancienne école, de décider en fait de faire un programme sur le cycle mensuel et finalement avec ses amis, cotiser 5 000 francs par mois, trouver d'autres amis, 100 personnes, 100 anciens élèves qui donnent 5 000, vous payez des quotas, vous donnez à la direction pour les élèves qui auront leur menstrué. C'est ça. Donc vous voyez un peu. Et vous, votre exemple dans votre ancienne école peut être en fait quelque chose d'inspirant pour les autres écoles. Et à la fin, un grand programme de plaidoyer pour le ministère. Parce que le ministère n'a pas fait ce genre de programme. Mais quelqu'un comme Aïcha, actrice du changement, a proposé une initiative qui a eu de l'impact, qui a marché avec des résultats, des statistiques. Et c'est parti sur 10 écoles. Finalement, c'est devenu un programme national. C'est à ça qu'on doit venir en fait. Et partir des initiatives citoyennes, parce que c'est testé déjà sur le terrain pour créer des grands programmes de développement. Et l'État et les institutions et les entreprises privées ne doivent pas se gêner de se baser sur l'idée d'un citoyen pour partir d'un projet grandiose. Et au contraire, parfois, il y a usurpation. Et la personne qui a créé l'initiative disparaît. C'est ça qu'il faut éviter aussi. C'est ça. Dans notre métier, non seulement en tant que communicant, c'est-à-dire voir une action qui marche sur Internet. Aïcha Ben a lancé quelque chose qui est génial. Au lieu d'appeler Aïcha Ben pour devenir notre égérie, nous inspirer de son projet, agrandir sa cible. Nous, on le fait, on est plus grand. On a plus d'argent et tu disparais. Et elle s'éteint. Elle s'éteint. C'est ça. Elle s'éteint. Et ça, c'est pas bien parce que... Et après, elle va se dire, bon, je peux pas quand même être... en marge. Oui, en marge avec ces gens-là, quoi. On peut pas s'arrêter. Oui, dans un même lieu. Il y aura frustration. Oui, finalement, Aïcha va abandonner. Non, il y a des choses comme ça. C'est pourquoi je vous ai parlé depuis le début de l'éveil de conscience. C'est chez tout le monde. C'est ça. Comment faire en sorte que chaque citoyen puisse apporter quelque chose en plus dans son quotidien, mais ce plus-là apporte une ouverture à son pays et impacte sa communauté positivement. Et finalement inspire le monde entier. Une petite idée peut partir d'ici. Oui, commencer de rien et puis inspirer le monde entier. Comme on le dit sur les projets, c'est la finalité qui compte, quoi. C'est ça. Donc, votre engagement citoyen, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de ça en longueur de journée. Donc, vous êtes à l'origine de la campagne Selfie Déchets. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, Selfie Déchets, c'est une initiative citoyenne qui est née, en le disant maintenant, ça fait vieux, en fin 2016. Alors, l'idée était simple. C'est parti d'un constat. Au moment où Conakry était redevenu très sale, où on ne parlait pas de l'environnement, où la salubrité publique n'était pas, disons, la priorité, parce qu'il y avait les élections législatives. Et en ce temps-là, les camions ne passaient plus récupérer les camions déchets. ne passaient plus. Conakry était très sale. Très bien, j'étais petite, mais je me souviens très bien. Ça, très sale. Ça, on ne peut pas l'oublier. Non, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'il y avait des tas d'immondices partout. Il y avait tant de choses. Les bordures de mer étaient devenues des caniveaux et on incinérait les déchets. Et il y a certaines plages, c'est l'année dernière ou l'année surpassée qu'elles ont commencé à fonctionner. C'est ça. Et donc, le Guinéen n'avait pas accès à la mer parce que la mer était une poubelle. Le citoyen ne pouvait pas juste s'asseoir dehors devant sa cour parce que le caniveau sentait. Et quand il pleuvait, mon Dieu, c'était n'importe quoi. C'était un désastre. Et surtout, les déchets s'étaient invités dans le centre administratif à Kaloum. Ah ben là, c'était autre chose. Devant les ministères et même celui de l'hygiène publique. Alors là, je me suis dit, il y a un problème. On voit tout ça, en fait. Le matin, quand on dépasse, il y a des déchets partout, à Tombo, à Konkasser, à Amdallah, à Minia. Bellevue, qui s'appelle Bellevue. Qui n'était plus une Bellevue. Qui était Vilaine Vue. Oui. Et Madina, on n'en parle pas. Ceux qui se souviennent sur Madina. C'était le foyer. Aujourd'hui, cet endroit-là est un endroit où les taxis stationnent sans problème. Et donc, c'est sur cette base-là que je me suis dit, OK, je pense que le problème est là. On le voit tous les jours, mais on ne l'observe pas parce qu'on peut voir sans observer. On peut
on peut entendre sans comprendre. Donc, c'est ainsi que j'ai dit, OK, on dépasse ça tous les jours. On est tous pressés. Peut-être que le problème a trop duré. Et les PME ne fonctionnent pas. Les camions de ramassage SPTD ne fonctionnent pas. Tout était en plan. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait peut-être montrer aux Guinéens l'état de leur ville. Tout simplement. Hein? Ça a commencé comme ça. C'est ainsi que j'ai commencé à prendre des photos des immondices. J'ai commencé à prendre des photos au niveau des plages, à me filmer en selfie. C'est pourquoi ça s'appelle selfie. L'idée, c'était pour ne pas qu'on dise « Ah, c'est une photo ramassée sur Internet, c'est pas la Guinée. » Tout de suite. Deuxièmement, « Oh, c'est du sabotage, c'est même pas notre pays, ça. » Troisièmement, « Ah, qu'est-ce qui prouve que l'image-là est vraie. Mais si je suis dedans, ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai. Donc, l'idée du selfie, c'était déjà autoportrait. Et en ce temps, on ne parlait pas d'IA, donc forcément, c'était vrai. Non, exactement, c'est ça. Même si ça existait, ça n'avait pas encore révolutionné ni être manipulé dans l'information. Donc, si je suis si je dis aujourd'hui, je suis sur la plage de Tombo, je me filme en selfie, on voit la plage de Tombo, on voit les déchets, on me voit. Donc, je suis responsable en plus. En le faisant, j'assume aussi, parce que le selfie reportage, c'est assumé. C'est-à-dire, c'est Fatoumata Chérif qui l'a dit. Donc, ton image est en jeu. Et donc, tout ce que tu dis doit être basé sur du vrai, du concret. Et c'était aussi pour vraiment faire du journalisme citoyen engagé à impact social. C'est ça. C'est parti d'une vidéo qui a fait des constats. Cette vidéo-là a permis aux gens de « Ah, mais c'est où ça? Mais c'est le palais. Mais j'ai dépassé le palais, je n'avais pas vu. Pourtant, c'était là. » C'était là. Vous voyez, non? C'est minière, ça. Et Diaka, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Donc, c'est plus sale dans le téléphone qu'en vrai, quoi. Oui, parce que quand j'ai pris les photos, je ne me suis pas arrêtée à les garder dans mon téléphone. Je les ai publiées. Comme je ne peux pas taper la porte à tout le monde, je suis partie là où tout le monde est. Tout le monde est, c'était Facebook, c'était Twitter, voilà, c'était les réseaux sociaux, notamment Facebook, où dès que tu mets quelque chose, tout le monde le voit. Tout le monde voit, Et donc, cette campagne a permis non seulement d'éveiller les consciences, mais tout le monde se disait, quoi, c'est la Guinée-Conakry est devenue comme ça, on ne savait pas que c'était ainsi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez tout de suite là, quand je parle de la cible, c'est-à-dire que quand quelque chose touche directement le citoyen, il veut changer la situation, il veut s'engager, il veut trouver quoi améliorer. Et donc, finalement, d'une simple photo, d'une simple vidéo, c'est devenu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est devenu un mouvement citoyen qui s'est mobilisé pour nettoyer les plages, qui s'est mobilisé pour reverdir, qui s'est mobilisé pour nettoyer la plage de Tombo, qui finalement a permis aux jeunes de s'installer. Le même jour qu'on a nettoyé la plage de Tombo, les élèves sont venus jouer, les jeunes du quartier sont venus jouer. Le même jour. La plage de la Minière qui est à côté de vous. Et c'est ça le vrai impact. C'est ça le vrai impact. La plage de la Minière qui est à côté de vous. Nos groupes de jeunes avec nos organisations partenaires, on a fait plus de 6 mois de nettoyage là-bas chaque week-end. Et ça a permis aux jeunes de la collectivité de créer des business. Aujourd'hui, quand vous allez, ils ont eux-mêmes implanté des tables et tout, ils vendent des jus, les gens ils vont le soir. Avant, ce n'était pas le cas parce que les déchets avaient envahi cette zone-là. L'autre côté, c'était aussi de faire les reportages sur la gouvernance des déchets. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? À travers nos différents reportages, à travers nos différentes enquêtes dans les mairies et tout, on a fini par comprendre que les camions qui étaient censés transporter les déchets sont parfois utilisés pour des business, pour aller chercher des graviers, dans les pour les déménagements. Pour les déménagements. Et on est parti. Vous savez, à l'époque, on avait eu beaucoup de dons. Je pense que c'était de la Chine et tout. Mais ces camions sont restés en panne, alors que chaque mairie avait eu un certain nombre en fonction de la grandeur. Mais la plupart des camions qui étaient stationnés dans ces mairies-là étaient en panne. Et quelle est cette panne? Le pneu qui ne marche plus. Juste. Et voilà, où quand on a enquêté avec certains chauffeurs, ils ont dit qu'ils n'étaient pas payés. Et que les camions n'étaient jamais réparés. Et que s'ils les réparent, comme ce sont eux qui ont réparé, ben, ils font leur business. Parce qu'ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Et donc, vous imaginez ce que un simple engagement citoyen peut donner. On part d'une photo à un engagement citoyen, un mouvement, mais pas que. Du mouvement à l'évaluation de la gouvernance de la gestion des déchets dans le domaine. Et ensuite, des plaidoyers.
C'est-à-dire que nous sommes mobilisés pour nettoyer. On leur a dit, OK, on a fini de nettoyer. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets? Nous, on n'a pas de camion. Finalement, ça a poussé les autorités étatiques à parfois nous envoyer des camions les week-ends quand on finissait de nettoyer. Parce que si nous, on finit de nettoyer, qu'est-ce qu'on va faire? On va incinérer. Si on incinère, ce pourquoi on se bat pour le respect des lois, on aura nous-mêmes fait ça. Oui, parce que l'incinération des déchets est punie par le code de l'environnement. C'est ça. Avec la fumée. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que l'engagement social, l'engagement citoyen et la connaissance des lois permet aux citoyens, en fait, de s'engager et de pousser aussi l'appareil étatique à mettre en œuvre les programmes que lui-même il porte. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne connaissons rien de nos lois, on ne connaît rien de nos conventions, on ne sait rien de ce que la Guinée a signé comme convention, mais on va finir par laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Si je prends aujourd'hui l'occupation des bordures de mer, les bordures de mer sont des domaines publics maritimes, c'est-à-dire que la loi dit que même le président de la République n'a pas le droit de s'en approprier. Oui. Voilà, un groupe de jeunes, un jour, on a décidé de faire des sittings au niveau de la corniche du palais parce qu'ils avaient voulu le vendre, en fait, et tout. On a créé souvent nos corniches et on a lutté contre ça. C'est ça. Des citoyens. Pourquoi? Parce qu'on savait que au niveau des conventions internationales, c'est pas permis. Est-ce que vous voyez? Et donc, au niveau... il y a plein de choses comme ça et en même temps aussi... à travers d'autres organisations comme l'Association des blogueurs de Guinée, on avait dénoncé le manque d'accès aux cartes d'identité. À une époque, c'était difficile d'avoir les cartes d'identité. On a lancé un mouvement qui s'appelle le droit à l'identité. Là, ce n'était pas à mon initiative, mais c'était une organisation. Mais, que vous avez accompagné, voilà, comme on tout naturellement. Tous des web activistes et tout naturellement. Voilà, on a fait des campagnes pour dénoncer le mauvais état de nos routes. Ça a permis... en fait, aux organismes qui s'occupent de ça, d'améliorer les conditions des routes. Il y a tellement de choses comme ça que le citoyen peut faire au quotidien, mais dans le respect des lois, sans offenser, être véridique, assumer. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant de publier, tu es prêt à assumer. Et donc, comme tu dois assumer en tant qu'activiste, en tant que citoyen, tu dois aussi t'informer. C'est ça. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et aussi, ne pas faire de la confrontation chaque fois. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas quelque chose, je vais voir un agent de l'État, je lui dis, oui, expliquez-moi et tout. Il n'y a pas 2 jours, j'ai fait la même chose sur le recensement. En allant me le faire recenser, je lui dis, mais on dit ça, on dit ça, on dit ça, qu'est-ce qui est vrai? L'agent a pris son temps pour m'expliquer. Pour l'expliquer. Donc, et de par la même occasion, vous verrez qu'il y a une autre personne aussi qui écoute, qui n'était pas informée. Et peut-être que des fois, vous-même, vous êtes informé de la chose, mais vous voulez juste l'écouter, savoir ce qu'il veut dire. Et de par la même occasion, d'autres personnes vont écouter. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça, ça a permis à plein de jeunes. Ah, Chérif, comme tu as publié, tu as fait des enquêtes, maintenant je sais, je suis rassurée, je vais me faire recenser. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu comment une seule personne peut quand même changer quelque chose. Quoi. Mettre en lumière, impacter. En 5 minutes, En 5 minutes, impacter. C'est-à-dire que tu montes dans un taxi, tu te rends compte que ils avaient dit que 2 personnes ne montent pas devant. OK? Et quand vous montez à 2, tu demandes au chauffeur pourquoi 2 personnes montent devant. Il dit carrément, oh, c'est comme ça, même les policiers acceptent ça. C'est comme ça, c'est pas respecté. Tu vois, non? Tu as cette information. Le chauffeur t'a dit que même le policier le voit et le laisse passer. Deuxième information. Troisième information, les citoyens même qui sont avec toi dans le taxi acceptent ça. C'est ça. Vont jusqu'à dire, mais madame, non, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, tu as 3 infos qui te permettent ici d'aller, si tu veux... Et il y a 3 problèmes. Il y a 3 problèmes. Parce qu'il y a celui qui a déjà accepté la condition là, parce que lui, il veut juste bouger. Il y a le policier qui doit dire non, mais qui dit oui. Qui dit oui. Mais si tu regardes toutes ces 3 raisons, c'est parce qu'il n'y a pas trop de taxis et on n'a pas de bus, on n'a pas de transport public. Donc toi, ton engagement à travers les informations que tu as eues, tu peux te déplacer, aller vers un organisme chargé des transports, soit au ministère des Transports, soit les organismes routiers. En tout cas, il y a tellement d'offices, ou tellement de portes où tu peux taper, dire voici ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et toi, peut-être que ces problèmes-là, c'était la finalité. C'était la finalité. Mais le début, qu'est-ce qui a causé ça? C'est ça. Et si vous mettez ça sur un papier, ça devient un bon projet. Ça devient un bon projet. C'est ça. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure depuis un problème peut être un plaidoyer, régler un problème et finalement être un programme de développement. Donc, il ne faut pas négliger en fait l'engagement citoyen. Je vous assure que aujourd'hui, l'engagement citoyen... Si je prends le cas de Selfie Déchets, par exemple, il est parti un peu partout au monde. Les jeunes ont créé leur Selfie Déchets. D'autres ont créé d'autres organisations d'engagement citoyen avec l'initiative Selfie Déchets, mais sous d'autres formats. Ça a créé en fait l'émulation un peu partout. J'ai découvert Selfie Déchets dans des pays que je n'ai jamais visités. Certains m'ont écrit pour faire leur thème de mémoire là-dessus. Vous voyez l'impact sur les réseaux sociaux aussi, quand vous avez publié, comment c'est parti, et comment les personnes sont venues vous aider, franchement. Je dis seulement, ok, demain on veut aller à la plage de Tombosil et tout. Les gens viennent, tu vois, les gens viennent, tu dis, oh, c'est quoi? Et c'est là-bas vous connaissez, vous parlez, Et je vous assure que l'engagement citoyen a quelque chose de sain. Donc, sain avec S-A-I-N comme santé, mais sain comme S-A-I-N-T, c'est-à-dire religieux. Parce que quand tu t'engages pour ta communauté, tu as un sentiment qui est différent. Ceux qui n'ont pas encore essayé, qu'ils essayent. C'est ça. Aller nettoyer leur mairie, aller nettoyer une école, aller faire un reboisement. Ça s'appelle la citoyenneté active. La citoyenneté active et le problème, le côté positif, tu ressens ça. Ceux qui ont commencé l'assainissement avec nous, certains étaient à leur première fois de faire quelque chose de public ou pour leur pays. Je vous assure, les fois où on a dû arrêter parce qu'il y avait le Covid, on ne pouvait plus se réunir, les gens nous appelaient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça me manque d'être là-bas. Vous imaginez? Quelque chose de très physique. Où on était au soleil, où chacun payait son transport pour venir. C'est que ça passait sans qu'on ne sache que oui, il y a le soleil. On travaillait. C'est ça. Parce qu'on le voulait. Alors, on va directement aller brièvement avec votre roman que vous avez coécrit, We Have a Dream. Ça parle de quoi? Excusez-moi, j'ai une petite rhinite. Vous pouvez voir... Et tout ça, c'est lié aussi à l'environnement. L'environnement, la poussière. Les déchets. Les déchets et actuellement... Il y a tout ça. Mais bon. Et actuellement, tout le monde est enrhumé. Hein? Oui. C'est ça. Et donc, We Have a Dream. C'est un ouvrage qui a été coécrit par 201 jeunes à travers le monde. Ok. Je m'excuse. Donc, 200 jeunes à travers le monde qui sont engagés sur le développement durable. Et donc, tous ces jeunes ont écrit un thème auquel ils sont impactés. Je m'excuse quand j'ai la minute comme ça devient compliqué. Vous pouvez boire, hein? Vous pouvez boire, vous détendre. Hein? Il est déjà 9h10 dans ce studio, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Nous sommes avec notre invitée du jour, Madame Fatoumata Chérif. C'est tout naturel, là, avec l'environnement, on le disait tout à l'heure, là, il y a la grippe, tout le monde est grippé, que ce soit les enfants, les adultes. Et il faut faire attention à cela. Hein. Peut-être que déjà, j'ai testé pour vous de demain, je vais essayer de parler de ça, de l'atmosphère, de comment on doit se prévenir pour ne pas réellement tomber dans ça. Et surtout, prenez les bavettes. Prenez les bavettes, c'est vraiment, vraiment important. Quand vous êtes dans les transports en commun, vous savez qu'une personne est en train de tousser, la personne peut facilement vous propager ce virus qui passe partout, dans les marchés, dans les endroits en tout cas publics, où tout le monde y a accès, quoi. Donc, on était sur We Have a Dream, le roman que vous avez coécrit, vous avez dit tout à l'heure, avec 201 jeunes. Hein? Oui. En effet, 201 jeunes à travers le monde qui travaillent sur les questions d'engagement citoyen, qui travaillent en fait sur les ODD. D'accord. Les ODD sont les objectifs du développement durable à l'objectif 2030. Donc, les ODD ont remplacé les OMD. D'accord. Objectif du millénaire pour le développement. La différence est que les ODD ont un volet social, environnemental. Donc, mettre l'accent sur la durabilité, mais aussi sur l'humain. Donc,
Moi, j'ai écrit sur l'environnement. Donc, j'ai parlé de changement climatique, l'ODD 13, mais aussi 15, parce qu'on a fait des activités de reboisement, mais aussi sur l'engagement des femmes, c'est ça, donc, qui est l'ODD 5. Donc, We Have a Dream, c'est un document qui est inspirant. J'aimerais vraiment que tous les jeunes aient ça. D'accord. Parce que cela va leur permettre d'avoir une vue globale de ce qui se passe à travers le monde. C'est ça. Et d'avoir des idées inspirantes. Je vous ai dit tout à l'heure que Selfie Déchet est parti de la Guinée et s'est retrouvé dans d'autres pays. Et en lisant We Have the Dream, ils peuvent trouver aussi des projets inspirants qu'ils peuvent répliquer ici en Guinée. Ou encore, trouver des corrélations, parce que il y a les adresses de tous ces jeunes à travers le monde. Vous imaginez 201 pays à travers le monde, c'est impactant. C'est ça. Et donc moi j'ai écrit sur redorer l'image de la ville de Conakry, de la Guinée en réalité, Reviving the Beauty of Guinea, parce que la Guinée était la perle de l'Afrique. Et la Guinée, avec ses flamboyants de l'époque, quand on était jeunes. Oui, les flamboyants. On jouait même franchement, avec. Oui. Et à cause de ces flamboyants, les navigateurs appelaient la Guinée la meilleure destination de la côte ouest atlantique. Est-ce que vous voyez comment c'est poétique? Comment c'est poétique, c'est beau en fait. Et donc, tout cela est possible. À la Première République, nous avons été l'un des premiers pays ici à avoir la loi Fria. Cette loi Fria, c'était reboiser pour les événements exceptionnels dans la famille. Naissance, ou encore mariage, décès, etc. Oui. Tout cela pour lutter contre le déboisement et pour créer la reforestation et créer aussi un lien avec la nature. Et la plupart des lois de la Guinée sur l'environnement ont été très inspirantes pour les autres pays à travers l'Afrique de l'Ouest. La Guinée a créé un vivier d'experts qui a passé son temps à aider les autres pays à mettre en place des plans d'action environnementaux dans leur pays. Et tout cela ne devait pas être oublié. Donc ce texte, je l'ai rédigé pour dire que j'espère avec l'application des lois, la connaissance de notre culture et ce qu'on était en Guinée, ce qu'on représente pour l'Afrique. Parce que même le Rwanda, la Guinée l'a inspiré dans la salubrité. Aujourd'hui, on dit que c'est le pays le plus propre. Oui, et Paul Kagame l'avait dit. Et plus vert. Oui, en tout cas, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Et donc, voir que nos politiques ont inspiré le Rwanda à mettre en place son plan environnemental et devenir l'un des pays les plus verts au monde et plus principalement le premier en Afrique. Cela doit nous dire, mais et nous? Et nous qui avons initié, et nous sur qui ils ont pris l'exemple, et nous? Pourquoi nous sommes toujours en train d'être bancal, de tituber sur nos on n'est pas clair, on n'est pas précis, c'est ça. Au niveau de la Guinée, les acteurs qui travaillent dans l'assainissement, dont nous, les activistes, les entrepreneurs sociaux et tout, il y a un plan d'action qui a été élaboré. Il suffit de le mettre en œuvre et que chaque acteur joue son rôle pour qu'on arrive ici à lutter contre les déchets et rendre à la ville de Conakry sa beauté d'antan. Si on ne peut pas faire de nouvelles actions, revenons en arrière. 98 avec Tanti Fentenghi, la capitale était propre. Il y avait le recyclage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, si vous ne vous souvenez pas, mais dans la famille, vous voyez que quelqu'un venait récupérer les seaux, tout ce qui est confort, etc. Des chaussures pour aller les transformer, je pense. C'est ça. Donc, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous allons directement aller avec la rubrique Le Confessionnal pour seulement 2 questions avec notre invité du jour, tout à l'heure après le générique. Nous sommes dans le confessionnal, donc la question qui sera posée à notre invité du jour, c'est qui est Madame Fatmata Chérif dans la vie à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, dans la vie à la maison, je suis quelqu'un de très simple, qui aime faire les choses par moi-même. Ma petite soeur se moque chaque fois. Toi, il faut que tu te lèves tout le temps. Pour faire quelque chose. Oui, j'aime avoir la main dans la pâte. Dans la pâte. C'est ça. Quand je suis à la maison, je fais mes travaux moi-même. C'est très manuel en fait.
Travailleuse, bosseuse. Je suis très manuelle. J'aime faire les choses à la main. Je peux même laver les habits à la main. Je fais tout à la main. C'est ça. Je fais les marteaux. Marteaux. Oui, c'est ça. J'ai mon kit et tout, en fait. Je suis très manuelle parce que je suis très artisanale. J'aime que les choses soient créatives. C'est ça. Donc, la créativité, c'est tant dans mon travail que dans ma vie au quotidien. Au quotidien, c'est ça. Donc, j'aime soutenir les projets des jeunes au quotidien. Quand je suis sur Facebook, je suis connectée. C'est toujours en train de discuter avec les gens sur leurs projets, comment les aider à améliorer la stratégie. Quand je suis avec les femmes, c'est pour les aider justement à s'autonomiser, mais en créant une plus grande chaîne de valeur dans leur travail. C'est ça. Voilà. Donc, au quotidien, je m'intéresse beaucoup à l'artisanat. C'est ça. Parce que ma grand-mère fut teinturière, mon arrière-grand-mère et tout ça. Et je pense que quand je parlais de créer un Guinéen nouveau, de l'éveil de conscience, il faut aussi parler de la culture. C'est ça. L'acculturation nous fait perdre beaucoup de valeurs. La réappropriation culturelle nous fait prendre conscience de qui l'on est et de notre impact social. Et en se réappropriant de qui on est, de notre coutume, de notre culture, de nos textiles, de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est ça qui crée le Guinéen. C'est ça qui crée la Guinée. C'est ça qui nous démarque des autres. Tout simplement. Tout simplement. Donc, une dernière question dans ce confessionnal. C'est quoi la plus grande leçon de votre vie? Ah, la plus grande leçon de ma vie, je crois que c'est d'avoir la foi. La foi quand tout va mal, la foi quand tout va bien, parce que ça peut changer à tout moment, la foi de rebondir, la foi de se recréer, la foi d'écouter. Parce que si vous avez cette humilité de l'écoute, ça vous préserve de beaucoup de choses. Donc, ma plus grande leçon de vie, quand je regarde en arrière, c'est aussi d'avoir pu garder mon entièreté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'entièreté, l'authenticité, ma personne, c'est ça. C'est-à-dire que face à rien, je n'aimerais être une autre personne. C'est ça. Je pense que ça m'a aidé à résister à pas mal de tentations et à être moi et à me faire accepter à travers cette authenticité, ma personnalité, dans cette authenticité, dans ma ligne directive. Et c'est cette même ligne directive que je mets dans le travail. Donc, si je dois travailler sur un projet et que je ne me ressens pas dedans, je peux ne pas le faire, même si je peux gagner l'argent dedans. Et si, face à un projet, je vais être promue, mais que l'idée va se perdre en route, je suis capable aussi de renoncer. Donc, je pense que c'est ça. La foi à mon authenticité. Qui tu es. Ma mère dit souvent, apprendre, bien se connaître pour progresser. Pour progresser. C'est en fonction de qui tu es que tu vas choisir le métier qui te correspond. Je vous ai dit tout à l'heure, la nuit m'ennuie. Donc, je ne vais pas choisir un métier routinier. C'est ça. À travers lequel il y aura des codes pour faire les mêmes choses de la même manière tout le temps, chaque jour. On ne progresse pas, on est toujours, on fait la routine. Oui, c'est ça. Donc, si je ne me connaissais pas, j'aurais choisi un métier qui ne me correspond pas. À la longue, peut-être que j'aurais gagné de l'argent, mais je ne m'ennuierai dans mon travail et je vais commencer à mal me comporter dans mon travail parce que il ne me plaît pas, il ne correspond pas à ma personnalité. Donc, en choisissant un métier, choisissez celui qui correspond à votre personnalité, votre authenticité. Est-ce que ça correspond à votre ligne de vie? Si oui, ok. Si non, si vous n'êtes pas du matin et que vous devez travailler dans une banque où le travail commence à 7h30, ne prenez pas ce travail parce qu'il ne correspond pas à votre génie créatif. Vous n'êtes pas du matin. Oui, vous n'êtes pas du matin. Il y a des personnes comme ça, ils ne sont pas du tout du matin. Votre créativité, c'est l'après-midi, c'est le soir. Donc, trouvez un métier indépendant. Et quand ils sont forcés, ils vont voir que 2 heures, 3 heures après, ils commencent à somnoler. Ils ont des chutes d'énergie. Des chutes d'énergie. Ils travaillent mal. Ils vont mal se comporter avec les gens, alors que ce n'est pas à cause de c'est parce qu'ils ne sont pas à leur heure. C'est ça. Et on dit à Malenke que Ibi Yerelo, il dit c'est Natudi Alon. C'est ça. Donc, il dit qu'on dit ça. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'était donc les 2 questions prévues pour le confessionnal. Cap directement sur la phase finale, juste après le générique.
sommes dans la phase finale donc avec notre invitée du jour, Madame Fatoumata Chérif. Une dernière question pour vous. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes les personnes qui vous regardent aujourd'hui, les jeunes filles qui veulent prendre exemple sur vous tout naturellement? Alors, à toutes ces personnes-là qui me suivent, à toutes ces personnes-là qui vont suivre ça en différé, ou peut-être dans 10 ans sur le web, dans 10 ans, ça part. Ça part. Oui. J'aimerais qu'ils aient confiance en eux. Chacun dans sa chambre a une idée. Chacun dans sa chambre a cette envie d'évasion. Peut-être qui ne correspond pas à la volonté des parents. OK? Parce que nous, tous, on a dû faire certains cours pour être acceptés d'abord et ensuite faire ce qu'on voulait faire. Tout à fait. Dans la vie. Tout à fait, oui. Si ça vous arrive, c'est eux qui payent. OK? Faites-le. Mais ayez votre ligne directrice. Je vous ai dit, la ligne directrice, elle compte beaucoup. Elle compte beaucoup. Le soir, dans votre chambre, vous avez l'Internet, vous avez le cours que vous voulez suivre, suivez-le. Créez un boulot qui vous permet d'avoir votre propre revenu. Parce que ça, c'est important. Beaucoup de jeunes, dans mon coaching, que je fais parfois avec les jeunes, ils disent, j'ai ça, j'ai pas d'argent. Ça me bloque. Ce qu'ils oublient, c'est que le simple fait d'avoir eu l'idée déjà, c'est déjà un grand pas. C'est déjà une ressource même. Une très grande ressource parce que l'idée, si tu l'avais confiée à quelqu'un pour l'écrire, tu allais le payer. Mais tu l'as écrit, ça veut dire que tu étais toi-même investi dedans. Deuxième chose, mettre de l'argent de côté pour commencer un projet. Il ne s'agit pas en fait d'avoir des millions. Si tu vas avoir un tonton pour investir 5 millions dans ton projet, qu'est-ce que toi-même tu as investi dans ton projet? Dis, tonton, voici le prototype du jus que je fais. Goûte seulement. Je peux faire comme ça, 10 avec 50 000. Avec mon pécule, avec mon argent de poste, j'ai pu faire 100 000 par mois avec telle quantité. Mais je veux augmenter. Il va t'aider. Parce qu'il verra déjà que tu as commencé. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Tu veux le faire. Tu veux le faire. Tu es dans l'artisanat. C'est ça. Tu fabriques des sacs. Ne va pas dire à quelqu'un, j'ai un projet de fabrication des sacs, je veux que tu m'aides. À quel moment il a vu en fait en toi la réalité? Tu sais faire une tablette, crée une tablette même si c'est avec un carton. Tu l'expliques. Comme ça, il visualise le projet avec toi. Il va t'aider. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai toujours fonctionné. Selfie Déchet a beau être grand. Vous l'avez vu sur les chaînes internationales. Vous l'avez vu ici avec des activités où on avait nos propres kits de communication. L'argent n'est pas venu d'ailleurs. C'est ça. Je travaille, je prends un pourcentage, je dis, ah, j'ai une action ce dimanche-là, je vais faire. Si je peux apporter des gants, des masques, ok. Après, je dis aux gens, apportez ce que vous voulez. C'est-à-dire que j'ai d'abord investi en moi. Oui. Vous avez incité la mobilisation des fonds, oui, que ce soit en matériel. En matériel, les soutiens viennent trouver que tu as fait quelque chose. Et c'est valable sur l'investissement en soi. Donc, si vous m'écoutez, les formations, vous devez le faire. Investissez ne les négligez en vous. Pas. C'est ça. C'est ce que vous investissez en vous que demain, vous pouvez monétiser. Monétiser dignement. À travers un emploi, à travers un contrat, à travers plein de choses qui peuvent venir d'ailleurs. Dans les formations, vous allez découvrir des gens qui vont découvrir vos talents qui n'ont pas été pris en compte dans votre pays ou quand vous étiez en train de travailler. Et à l'issue de ça, parce que vous avez dit à l'entame qu'il y a certains métiers qui ne sont pas reconnus. Tout à fait. Et à l'issue de ça, ça sera reconnu. Ça sera reconnu. Oui. Et on verra que vous n'êtes pas la seule personne à le faire. Et à l'issue de ça, déjà, les autres personnes qui le font vont venir. En effet, l'engagement citoyen même a permis à certains d'avoir un métier. Partir de l'engagement citoyen, c'est-à-dire l'activisme, et trouver un métier. C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour la défense des droits. Aujourd'hui, ils sont experts en droits humains. Ils travaillent aux Nations Unies, ils travaillent dans les plus grandes firmes dans le monde, ils voyagent partout au monde. Tout simplement, ils avaient commencé quelque part. Est-ce que vous voyez? C'est ça. D'une passion à un engagement, d'un engagement à un métier qui a rapporté. Mais qu'est-ce qui a permis ça? Il fallait d'abord investir en soi. En soi, avant prendre du temps pour soi, étudier. C'est-à-dire que vous êtes connectés. Aujourd'hui, les jeunes ont la chance. Moi, à l'époque, quand je devais postuler pour certains trucs, dès que le courant part, c'est fini. Je perds tout. Tout. Je perds tout.
Et il fallait tout recommencer. Les formulaires n'étaient même pas sauvegardés. Et on partait au cyber, ça. Donc, c'était je vais vous dire, l'une des causes de mes insomnies, c'est parce que j'attendais à minuit pour commencer le travail. Oui, parce que le courant ne venait qu'à minuit. Aujourd'hui, les jeunes ont cette chance-là. Il y a des chargeurs banques. Il y a les on a tous 2 à 3 téléphones. Tout ça, oui. Il y a l'ordi. Il y a la tablette de papa à la maison. Il y a pour l'école. Aujourd'hui, vous avez même des pôles vie à l'école publique. C'est ça, exactement. Donc, juste pour dire à tout le monde que c'est accessible. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Aujourd'hui, tu as un projet d'entrepreneuriat grâce au pôle vie de l'université publique, c'est-à-dire les universités publiques qui relèvent du ministère de la des recherches scientifiques. Il y a des pôles vie où il y a des formations pour incuber ton projet. Il y a l'Internet, il y a des coachs, il y a tout. Justement, on va tout directement aller avec la rubrique L'info de chez toi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais vous restez avec nous pour la suite avec les autres rubriques. L'info de chez toi, c'est tout à l'heure après le générique.